Quelle année 2020 nous sommes en train de vivre? Vivement qu'elle se termine. C'est ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on peut lire un petit peu partout. Et pour cause, cette année, je ne vous apprends rien, est marquée par la Covid-19, cette maladie responsable d'une pandémie mondiale qu'aucun vaccin ni traitement n'a pas encore réussi à arrêter. À côté de ça, 2020, pour moi, c'est aussi l'année où la jeunesse africaine a dit stop à ce qu'elle ne veut plus. Elle s'est engagée via les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices en tout genre. Bonjour, je suis Florelle Manda, journaliste, chroniqueuse télé et radio. Je suis vraiment ravie de participer à cette 4e édition des Adicom Days en ligne aux côtés de Paola Audrey Ndengue, entrepreneure, consultante, éditorialiste et productrice aussi de l'émission digitale à succès, Le Débrief, consacré à l'actualité africaine. Merci Paola d'être avec nous. Merci Florelle. Alors, il y a quelques semaines, comme tu le sais, on a vu apparaître sur Twitter le hashtag EndSARS, un mouvement social au Nigeria pour appeler à l'interdiction de la spéciale Anti-Robbery Squad, une unité spéciale de la police nigériane. Un mouvement qui a pris une ampleur incroyable entre le moment, d'ailleurs, pour la petite histoire, entre le moment où j'ai écrit l'interview et au moment où nous tournons cette interview, il s'est passé énormément de choses. Voilà, ça s'est transformé en manifestation dans les rues du pays. Paola, c'est quoi la particularité de ce mouvement finalement? Est-ce qu'il marque les esprits parce qu'il dénonce les brutalités policières? Du coup, on fait le parallèle avec Black Lives Matter aux États-Unis. Ou alors, est-ce que c'est aussi du fait que les stars nigérianes se sont engagées pleinement? Quelle est ton analyse? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte ici est très important concernant EndSARS. Il faut savoir que ça fait quand même un petit moment qu'il y a des manifestations sur des questions sociales au Nigeria. Cette année, notamment, la question des violences faites aux femmes a provoqué beaucoup de manifestations qui, du coup, sont passées un peu inaperçues. De la jeunesse. De la jeunesse, spécifiquement au Nigeria, et notamment des organisations féministes. Et elles sont très importantes parce que c'est elles aussi qui ont participé au succès d'EndSARS. Donc, ce que je veux dire, c'est que EndSARS, finalement, est en train de… Le succès, du moins, c'est une capitalisation sur des précédents mouvements qui se sont déroulés cette année notamment. Il y a eu une affaire, l'affaire D'banj aussi, qui est un artiste très connu au Nigeria, qui était accusé de viol et où on a vu un peu pas mal d'organisations utiliser le digital pour mobiliser l'opinion. Donc, quelque part, on commence à avoir une espèce de semi-maturité sur le sujet. Maintenant, bien sûr, le contexte global est aussi très important. Black Lives Matter, effectivement, le cas George Floyd, ont servi pour moi en tout cas quasi de répétition, où on a eu un déclic. Il y a eu un déclic à échelle mondiale et derrière surtout je pense qu'il y a eu quand je parle de guide, c'est les pratiques pour faire de l'activisme numérique, parce que quand on regarde EndSARS, il y a énormément de stratégies qu'on a vues dans Black Lives Matter qui ont marché, qui sont en train d'être reprises ou ont été reprises dans le cas EndSARS, et du coup on voit l'effectivité de ça. Et en dernier point maintenant pour répondre à ce que tu disais sur les stars nigérianes, alors il y a déjà les éléments que je viens d'évoquer et je pense aussi que, encore une fois, c'est une question de maturité parce que EndSARS en tant que tel, il n'y avait peut-être pas ce hashtag-là, mais la question d'abolir l'unité SARS, ça fait quand même depuis 4 ou 5 ans qu'elle est présente sur la toile nigériane. Donc c'est pas nouveau en fait. C'est pas du tout. Nous, on le voit comme quelque chose de nouveau parce que c'était ma prochaine question de te demander dans quelle mesure c'est nouveau en fait, tout ce qui se passe, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et les stars déjà s'étaient mobilisées à l'époque, du coup pas de manière aussi spectaculaire, mais je vais en prendre une par exemple que tout le monde connaît, c'est Wizkid. Wizkid réclame la fin de SARS ou du moins l'arrestation d'agents de cette unité-là depuis 2016-2017. Donc oui, donc ce n'est absolument pas nouveau pour quiconque suit un peu la pop culture nigériane. C'est quelque chose de très récurrent, sauf que je pense que cette fois-ci, il y a une cumulation en fait des faits. Il y a aussi la Covid qui joue un rôle, puisque comme je dis, on a une jeunesse déjà qui était sous pression par rapport aux questions qu'on voit sur d'autres pays du continent, donc la question du chômage, la crise économique, etc. Ça a accentué les inégalités. Effectivement, donc on a maintenant une pandémie qui a accentué les inégalités. Donc au-delà de ça, vous avez donc des gens qui sont déjà, j'allais dire, dans une forme de colère. Maintenant, il fallait juste un élément unificateur. Malheureusement, pour beaucoup de raisons qu'on ne peut pas développer ici, la question du viol ou des violences faites aux femmes n'a pas
j'allais dire, réussi à unir toutes les composantes de la jeunesse nigériane. Par contre, la question des brutalités policières, si, parce que toute personne au Nigeria qui a entre 18 et à peu près 30 ans, que ce soit garçon ou fille, etc., ont une histoire avec SARS, ont un ami qui a été arrêté, brutalisé par ces unités-là. Et ce qu'il faut dire dans cette affaire, dans ces manifestations, c'est qu'elles ont conduit aussi à la prise de parole du président, qui a annoncé le démantèlement de cette unité spéciale, ce qui n'a pas calmé du tout les manifestations, parce que si on peut se parler brièvement de Tiwa Savage qui interpelle le monde finalement et les États-Unis sur ces questions-là, directement Beyoncé. On voit déjà quelques médias sur les réseaux sociaux qui reprennent ce hashtag et qui communiquent là-dessus. Tout à fait. En fait, c'est encore une fois quasiment une stratégie on parlerait de guérilla marketing, mais on a encore une fois des gens qui ont vraiment, je pense, plus ou moins bien étudié comment Black Lives Matter est devenu viral, et qu'une partie de la viralité, c'est d'appliquer une forme de pression des pairs, c'est grosso modo de dire on a cette problématique-là, il faut que tu prêtes ta voix. Alors tout le monde n'est pas toujours très d'accord avec cette manière de procéder en disant on n'a pas à forcer les gens à s'exprimer sur une question ou une autre, ce qui est complètement valable, mais n'empêche que ça a quand même un effet qui est d'attirer l'opinion internationale. Et dans le cas d'EndSARS, il faut quand même préciser quelque chose. C'est d'abord cette stratégie-là a servi notamment à faire en sorte que Twitter, parce que Twitter a joué un rôle essentiel dans la promotion de cette cause. Oui, ça a commencé sur Twitter. Ça a commencé sur Twitter. La plupart des organisations qui coordonnent les aides pour les manifestations, qui les font sortir de prison pour ceux qui sont arrêtés, qui distribuent la nourriture, de l'eau sur place, sont à partir de Twitter. Donc c'est un rôle majeur. Et parce qu'ils ont compris qu'il y a un rôle majeur, eh bien, cette foule de manifestants en ligne, puisqu'ils se sont donné ce titre-là, Online Protesters, donc ce qu'ils ont fait, c'est de prendre un message et de spammer littéralement tous les comptes importants, influenceurs, journalistes, célébrités, etc., jusqu'à ce qu'ils parlent. Et ils l'ont fait même avec Jack Dorsey, qui est le cofondateur de Twitter, et ça a marché. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'a été laissé au hasard, donc ça a marché. Jack Dorsey a non seulement donné de l'argent à la cause, puisqu'il y a une cagnotte qui a été mise en place pour justement pouvoir aider à ce que la manifestation continue sur le terrain. Il a fait ça, il a poussé le site des donations, le site a même d'ailleurs craché tellement il y a eu de visiteurs d'un seul coup. Et en plus de ça, il a fait en sorte que le hashtag EndSARS ait un emoji. Et ça, bien évidemment, ça joue, ça permet de maintenir quand même la tendance sur ce hashtag-là, même quand il y a moins de tweets sur le sujet. Donc ça permet. Et surtout, derrière, ce qui est important, c'est qu'il a, d'ailleurs ici, il a certifié les comptes des quelques activistes et influenceurs qui aident à coordonner l'aide. Donc voilà, il faut voir qu'il y a vraiment énormément de stratégie derrière. Et le deuxième point que j'allais évoquer, c'est la question d'interpeller les stars, parce que ça a fait beaucoup jaser de gens qui disaient « est-ce qu'on a besoin de demander à Beyoncé, etc. etc. » En fait, il y a eu Tiwa Savage qui a interpellé Beyoncé, il y a une autre très grande célébrité, une qui s'appelle Toke Makinwa, qui a interpellé Kylie Jenner et Kim Kardashian. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il ne s'agit pas pour ces personnes-là de demander à Kim Kardashian ou à Beyoncé de changer le cours des choses dans ce qui se passe. C'est plutôt parce qu'au Nigeria, ils ont compris, en tout cas la jeunesse a compris que le gouvernement auquel ils font face sont très très sensibles à l'opinion internationale. D'accord. Donc il faut mettre la pression grâce à des gens influents qui, parce qu'ils attirent la couverture de CNN, de BBC, de tous ces gros médias-là, du coup, les gouvernants et les autorités locales font beaucoup plus attention aux demandes, font beaucoup plus attention surtout à la répression, parce qu'il y a eu des cas de répression, il y a eu des attaques violentes pendant les manifestations que l'on soupçonne, je le dis comme ça, que l'on soupçonne d'avoir été orchestrées par des politiciens pour casser le mouvement. Donc c'est en réaction à ça. Ces célébrités internationales n'ont pas été interpellées depuis le début, c'est parce que là, ils sentent qu'on rentre dans une crise, un face-à-que qui devient musclé. Là, en fait, face à des manifestations pacifiques, il faut interpeller des opinions, en tout cas solliciter l'opinion internationale pour s'assurer que l'État va faire beaucoup plus attention à ces cas de répression, justement. En parlant de manifestations, voilà, en Afrique subsaharienne, elles sont assez rares et je t'apprends rien, Paola, si je te dis qu'on compare sans arrêt l'Afrique anglophone à l'Afrique francophone. On encense l'une et on dénigre plutôt l'autre, si je puis dire. Du coup, je te pose la question, pourquoi un tel mouvement
ne prend pas chez les francophones, selon toi, sur le même genre de problématique, parce que c'est pas comme si elle ne concernait que le Nigeria. À part Y en a marre au Sénégal, il y a quelques années, qui a conduit bien le président Wade à partir, une espèce d'exception qui confirme la règle, peut-être d'autres aussi. On se rappelle aussi quand même que le débat autour du franc CFA aussi s'est intensifié grâce aux réseaux sociaux. Donc pourquoi il y a... Oh, alors c'est une question qui est vaste et à tiroir parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en ligne de compte. C'est vrai qu'on a parlé de Y en a marre au Sénégal, il y a le Burkina Faso, il y a, j'allais dire même le Mali, dans une certaine, puisque c'est quand même en descendant dans la rue que le président Ibeka a fini par démissionner, même s'il y a eu une intervention militaire. Je pense qu'il faut prendre en compte, déjà il y a des facteurs culturels. Le rapport à l'autorité n'est pas le même. Selon où on se situe pour des raisons historiques, etc., le rapport à l'autorité n'est pas le même. Ça, c'est un. Le deuxième point, il y a aussi la question du poids politique ou géopolitique d'un pays. Ça joue aussi. Un pays comme le Nigeria, vous ne pouvez pas ignorer le Nigeria, ce n'est juste pas possible. De la même manière, des pays comme l'Afrique du Sud qui sont à un autre stade de démocratisation aussi, là-bas, les questions sociales prennent une forme quand même importante relativement rapidement. L'autre point, il y a l'accès à Internet. Et du coup, parce que là on parle aussi du digital. Mais les réseaux sociaux en tout cas donnent du courage. Ça donne du courage aux jeunes de parler. Tout à fait, parce que jusqu'ici on avait des médias classiques traditionnels verrouillés, assez souvent à la solde du pouvoir, où donc la parole était pas libre et pas du tout donné à tout le monde. Maintenant, effectivement, il y a une démocratisation avec les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on le voit, puisqu'on voit fleurir sur le continent maintenant, malheureusement, de plus en plus de lois qui viennent de manière plus ou moins claire verrouiller la parole sur Internet, sous couvert on vient pour lutter contre les fake news, etc. Mais en général, c'est plutôt des lois de censure qui le sont de manière déguisée. Mais ça prouve justement qu'Internet aujourd'hui challenge la manière dont le peuple, la jeunesse notamment, peut parler, peut s'exprimer sur des questions sociales ou politiques. Et donc, je pense qu'en Afrique francophone, on n'a pas encore atteint ce degré de maturité-là qu'ont les pays anglophones, qui sont beaucoup plus avancés, qui ont un rapport différent sur les questions aussi de colonisation, de politique, etc. Ça joue aussi dans l'esprit collectif. Mais pour finir sur une note positive, je pense que justement avec l'exemple donné par les Nigérians, l'exemple donné par l'Afrique du Sud sur la question des violences faites aux femmes, qui est aussi où le digital joue un rôle majeur. On va en reparler justement. Voilà, je pense qu'il commence à avoir les langues qui se délient, les gens commencent à avoir plus de courage et je pense que la prochaine étape maintenant pour l'Afrique francophone, ça va être de voir comment on capitalise sur la prise de parole pour transformer cela en un mouvement qui est effectif sur le terrain. C'est là où NSAR c'est très très important, c'est qu'il y a eu autant de bruit sur Internet que hors d'Internet. Mais justement, est-ce que tu es d'origine camerounaise? Oui. Est-ce qu'au Cameroun, justement, ça peut être le cas avec ce hashtag Nphone Tax? Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi il s'agit? Oui, alors Nphone Tax est un hashtag qui est lié à une loi qui devait être passée le 15 octobre par le ministre en charge notamment du développement et du numérique, etc., de la technologie, entre autres. Et cette loi, en gros, il serait question d'augmenter le prix des téléphones importés, puisque apparemment le gouvernement déclare qu'il n'arrive pas à percevoir toutes les taxes, notamment en termes de taxes douanières, sur les téléphones quand ils rentrent dans le pays. Il y aurait beaucoup de fraude. Donc en gros, maintenant, il demanderait quasiment à l'acheteur, au consommateur, ce serait maintenant à lui de payer la taxe de dédouanement de ces téléphones importés-là. Qui serait de combien? On parle de 33% de la valeur du téléphone. Donc c'est énorme dans un pays comme le Cameroun et même dans la sous-région. Et donc ça a provoqué bien sûr une vague d'indignation de la part des consommateurs finaux, puisque c'est eux maintenant, alors qu'ils payent déjà la TVA, vont aussi maintenant se retrouver à faire le travail de la douane finalement. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez absurde. Et donc il y a un hashtag qui a été lancé notamment par Rebecca Enonchon, qui est une des voix qui pèsent le plus au Cameroun de manière générale et spécifiquement sur la question numérique. Et donc, elle a entraîné, je pense, un mouvement derrière justement de contestation en posant des questions très, très pertinentes sur comment va se passer comment va être perçue cette taxe. Des questions précises. Des questions très précises. Comment s'est passée l'acquisition, l'obtention du marché
pour la plateforme où va être géré. Voilà, donc il y a des questions quand même qui sont tout à fait pertinentes et pour tout concitoyen camerounais, et où on a eu en face un gouvernement qui n'a pas su apporter les réponses adéquates. Donc tout ça, en fait, derrière a créé du coup beaucoup plus d'intérêt maintenant, où les gens commencent à se dire, mais en fait, il y a quelque chose de louche et qui cloche avec cette loi-là, et donc il commence à avoir plus de monde qui se mobilise sur ce hashtag. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que l'on peut le mouvement continue. Le mouvement continue. On va voir sur quoi ça va aboutir. Tout ce qu'on peut considérer comme première victoire, en tout cas en ce moment, c'est qu'elle devait entrer en vigueur le 15. Elle n'est pas entrée en vigueur. Les opérateurs de téléphonie s'y sont, on va dire, gentiment opposés. Voilà, donc pour le moment en tout cas, trouvent que ce n'est pas très clair. D'autres ministères aussi commencent à se dédouaner de ce problème. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose de louche et que clairement, ça a été accentué par le fait qu'il y a eu une prise de parole des consommateurs et des citoyens camerounais sur Internet. Donc à suivre. À suivre. Alors, s'il y a bien une partie de la population dans le monde qui a pris possession du digital pour dénoncer sa situation, ce sont bien les femmes. Tu l'as rappelé à plusieurs reprises jusqu'ici. Le hashtag MeToo balance son port dans le monde occidental. Pas vraiment d'équivalent en Afrique francophone néanmoins. Bon, on se rappelle de vraies femmes africaines. Vraies femmes africaines, mais avant vraies femmes africaines, il y a eu un hashtag qui était Balance ton port Côte d'Ivoire, et qui a quand même été un mouvement pendant quelques jours qui a quand même pas mal secoué les choses, même si on attend de voir la suite, mais il y a eu beaucoup de dénonciations de harceleurs en série, d'hypothétiques violeurs en série notamment. Et je pense que le Sénégal aussi a été très... On y reviendra. En tout cas, j'aimerais d'abord commencer par le hashtag Vraie Femme Africaine. C'était en février dernier. Il a été initié par la journaliste ivoirienne Bintou Mariam Traoré. Voilà, un hashtag qui a le mérite quand même d'interpeller le patriarcat africain avec beaucoup d'humour, de sarcasme. Ça, je crois que tu connais. Oui, c'est pourquoi j'ai adoré le hashtag. Paola, les femmes africaines, les jeunes femmes africaines, du coup, prennent le pouvoir grâce aux réseaux sociaux. Comment tu expliques ce succès, justement, qui renverse les clichés sexistes qui parfois quand même sont très ancrés dans nos mœurs? Ils sont très très ancrés. Là pour le coup, je pense qu'encore une fois c'est le contexte. C'est quand même toujours beaucoup plus facile de vous exprimer sur un sujet considéré comme sensible quand vous avez vu d'autres le faire et qu'on assiste à une forme de libération de la parole. Ça interroge toujours quand on voit chez les autres de se dire mais et chez nous c'est comment ça se passe, comment on réagit à ça, etc. etc. Donc il y a déjà ce premier facteur-là. Donc je pense que la vague MeToo partie des États-Unis à mon avis, a vraiment ouvert la porte sur un sujet qui était une problématique mondiale. Peu importe son origine, son continent, etc. etc. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité, on a tout été face à ça. Et surtout parce qu'il y a on est aujourd'hui, je pense, dans une ère, alors certains appellent ça l'ère woke, mais on est dans une ère on est réveillé. On est réveillé, on est éveillé, surtout il y a une soif de justice aujourd'hui. On a une soif de réparer des injustices, de réparer aussi d'arrêter avec la culture de l'impunité, en fait. Des manquements, oui. Exactement, et des manquements, et vraiment de se dire, on est en position de réclamer plus, on a droit à plus. Et donc les femmes en particulier sont en première ligne sur ces sujets-là. En Afrique spécifiquement, parce que ce ne sont pas malheureusement des sujets qui sont abordés, j'allais dire, de manière, de la part de ceux qui nous dirigent de manière instinctive. C'est tabou. C'est tabou et il faut vraiment que les personnes qui, j'allais dire, malheureusement, en souffrent le plus, soient celles qui doivent imposer en fait l'agenda, imposer le sujet en disant il faut qu'on parle de cela. Là, nous sommes au moment où nous parlons à une période où il y a pas mal d'élections présidentielles pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai pas mal consulté les programmes présidentiels. Malheureusement, par exemple, cette question-là n'est pas au premier plan. Donc, ça prouve, côté francophone, j'entends, parce que côté anglophone, c'est autre chose. Mais de notre côté, ça prouve aussi qu'on est en train de démarrer un combat et qu'il va falloir justement continuer à pousser pour que ces sujets-là deviennent des sujets j'allais dire d'actualité au même rang que quasiment l'économie, les questions de sécurité et de défense, etc. Donc, je pense que les femmes africaines sont conscientes du travail à faire aussi bien à ce niveau-là qu'un travail aussi de conscientisation et surtout j'allais dire même si le terme est peut-être mal choisi, mais de rééducation, de sensibilisation. Elles ont conscience qu'elles ont un pouvoir. Elles sont conscientes qu'il y a un pouvoir. Elles sont aussi, je pense, conscientes qu'on est à une période charnière
où on a des valeurs africaines que tout le monde, bien évidemment, voudrait protéger, mais qu'aussi on a respecté, mais aussi qu'on a un monde qui change, un monde qui évolue, et que ces femmes-là en font partie aujourd'hui, et qu'il va falloir commencer à discuter comment on fait, comment on s'adapte, etc. Justement, le féminisme est souvent perçu comme un mouvement de blanc. Oui. Disons les choses telles qu'elles sont pour les Africains. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais qu'être une féministe africaine, ça se passe forcément sur le net, du coup, pour avoir de l'impact, en fait? Je ne pense pas que ça se passe que sur le net. Je pense que c'est finalement la question du féminisme et du droit et de l'égalité, elle est tous les jours dans nos conversations, dans ce qu'on observe dans nos propres familles, chez nos amis, etc. etc. Donc, maintenant, le terme en lui-même, féminisme… Et pour avoir de l'impact. Pour avoir de l'impact, je pense que sur Internet, c'est là où, à mon avis, on a un laboratoire d'idées. Et qui est bien évidemment qui est toujours le point de départ de tout mouvement qui va avoir de l'impact. Il faut d'abord qu'on discute, qu'on s'entende sur quelles sont les problématiques, etc. Et clairement, Internet est l'espace où ça se passe parce que il y a des communautés où, encore une fois, la parole est libérée, d'accord, donc où les femmes arrivent maintenant à dire ouvertement peut-être ce qu'elles ne diraient pas. J'allais dire dans des milieux sociaux plus traditionnels. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a une structuration aussi maintenant de mouvements. Oui. On l'a vu notamment, je pense, sur la Côte d'Ivoire, il y a la Ligue, on les appelle la Ligue maintenant, mais je crois que le nom, c'est la Ligue des femmes ivoiriennes ou des droits des femmes, quelque chose comme ça. Et donc, je pense qu'elles, par exemple, de ce que j'ai compris, se sont quand même pas mal constituées, ou en tout cas ont développé leur réseau grâce justement à leur prise de parole sur Internet. Oui, j'ai vu qu'il y a de nombreuses pages. Tout à fait, qui se mettent en place, des groupes de parole aussi, où les gens peuvent envoyer des témoignages pour partager ce qu'elles ont vécu en termes de violence, de sexisme, etc. Donc, à mon avis, Internet joue un rôle pour le moment maintenant, non seulement d'éveil, mais aussi de structuration, j'allais dire, de l'idéologie ou de la pensée. Et clairement, à un moment donné, ça va déboucher sur, j'allais dire, des actes beaucoup plus concrets et factices sur le terrain. Il y en a, quelle transition pour trouver. Il y a un acte très concret, justement, auquel je pense, ce sont grâce aux femmes aussi qui ont dénoncé en ligne l'affaire Sidiki Diabaté, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui a bouleversé tout le monde. Mais en tout cas, il y a eu un temps comme ça où on a découvert cette affaire. Il y a eu un choc et après il y a eu une espèce d'accélération des choses et ce sont clairement ces mouvements féministes en Afrique qui ont contribué j'ai l'impression à son arrestation. Alors, je pense qu'en fait, il y a deux facteurs. Un, alors après, c'est ma lecture des choses, pas que j'essaie toujours de tout voir sous le biais politique, mais il faut se dire aussi que l'affaire Sidiki Diabaté arrive à un moment où le Mali est en train de faire une transition politique. Oui, le président n'est plus… Voilà, et donc quand vous lisez quand même pas mal de journalistes maliens, donc qui sont sur place, ils vous disent quand même que ces faits reprochés à Sidiki Diabaté n'étaient pas nouveaux, mais par contre… ça date de 2016. Exactement, voilà, c'était pas nouveau, il y avait déjà eu des dénonciations, mais que l'artiste en question, je mets tout au conditionnel, bénéficiait quand même d'une certaine forme d'impunité parce qu'il y avait une proximité avec le pouvoir en place. Alors du coup, là maintenant, est-ce que c'est un hasard que c'est quand, j'allais dire, le pouvoir en place en question tombe et est remplacé par, je crois, le Conseil révolutionnaire, si je ne me trompe, de nom, maintenant qu'il y a une accélération sur, en fait, effectivement, on va prendre ce problème à bras-le-corps au niveau de la justice malienne, mais clairement sur pourquoi il y a eu une prise de conscience et pourquoi justement ça a accéléré, clairement c'est parce qu'il y a eu une mobilisation et surtout parce que, j'ai envie de dire peut-être malheureusement pour Sidiki Diabaté, il n'est pas qu'un artiste malien, c'est quelqu'un qui a une dimension panafricaine. Tout à fait. Donc quand vous conjuguez ça… Et qui avait une très bonne image. Et qui avait une très bonne image. Qui a participé à des chansons de… Exactement, c'est vraiment toute l'ironie de la chose, d'avoir participé à des chansons de sensibilisation sur la question des femmes. Et donc c'est quand même plusieurs faits qui sont conjugués. Et je rappelle encore le contexte global d'une sensibilisation très forte en ce moment sur Internet sur la question des violences faites aux femmes, en particulier cette année. Donc, je pense que là, les Maliennes et les Maliens se sont dit on ne peut pas laisser passer ça et que clairement aussi la diaspora qui a joué un rôle très important là-dessus, la diaspora malienne, ils ont réussi justement, à mon avis, à sensibiliser les gens et à créer un écho chez d'autres pays africains où il y a aussi un combat sur ça, notamment la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Donc, quand vous conjuguez tout ça, je pense que ça a donné une ampleur telle à ce cas que même, à mon avis, les autorités maliennes se disent on ne peut pas laisser passer ça ou ça va être trop évident aux yeux de la population qu'il y a un problème quelque part. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce qu'on fait semblant de ne pas voir. Est-ce que ces mouvements, justement, pourront accélérer le changement des comportements
comment, par exemple, à l'instar du Sénégal, et balance ton saï-saï qui a contribué à changer dans la loi la qualification du viol de délit, quand même, il faut le savoir, à crime en décembre 2019. Alors, je pense qu'encore une fois, c'est ce à quoi il faut réfléchir par pays. Donc, c'est ça que c'est sûr qu'il n'y a pas de logique continentale. Exactement. Est-ce que ça peut amorcer des choses chez les autres, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à la Je pense bien sûr que oui, parce qu'on a une approche en Afrique qui est quand même souvent assez régionale des choses, et on est très sensible à ce qui se passe dans les pays voisins, parce que d'abord proximité culturelle, géographique aussi, et encore une fois, Internet, du coup, maintenant, pour moi, a créé des vases communicants où aujourd'hui, on arrive à savoir quasiment dans la minute ce qui se passe dans la capitale d'à côté. Donc ça, clairement, ça participe à s'approprier quelque part les problèmes, surtout quand ils sont similaires aux nôtres, même si les contextes peuvent varier. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, justement, suite à ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à avoir des couloirs entre l'opinion publique sur Internet et l'opinion publique physique, slash la presse et puis le milieu légal, juridique, politique, etc. Avant, j'allais dire, c'était des cloisons très fermées. Aujourd'hui, il commence à avoir des couloirs entre ces différents cercles-là. Et donc, du coup, c'est ça qui va accélérer, qui accélère déjà beaucoup de choses. Donc, sur cette question-là, pour te répondre, je suis relativement à la fois pragmatique et optimiste. Je pense que ça va arriver parce que, encore une fois, il y a toujours cette question de la pression des pairs. C'est de se dire, aujourd'hui, vous avez une population qui a des aspirations, etc., qui voit ce qui se passe ailleurs, face à ces mêmes problèmes, qui le dit et qui a de moins en moins peur, surtout la jeunesse, qui a de moins en moins peur de s'exprimer, et surtout une jeunesse qui commence à réaliser qu'elle est majoritaire sur le continent. Ça aussi, ça joue. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas, je pense, le cas avant. Je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à réaliser que, en fait, nous sommes, quand je dis nous, je parle de la jeunesse, nous sommes majoritaires. C'est-à-dire qu'on a un poids. C'est pas une idée de l'esprit, il y a vraiment un poids. Ce qu'on sait depuis longtemps, quand même. Je pense qu'on le savait, mais on n'arrive peut-être pas non seulement à se projeter dedans, mais surtout à se dire qu'est-ce qu'on est capable de réaliser ou de faire avec ça. Et Internet, justement, à une très petite échelle, bien sûr, mais Internet a pu prouver que, tiens, ensemble, on peut tous parler d'un sujet à un moment donné, et tiens, le sujet devient le sujet le plus discuté. Ah bah d'accord, en fait, c'est quoi l'étape d'après? Donc, je pense qu'on est dans cette prise de conscience-là. Sur ces questions-là, bien sûr, la prise de conscience, encore une fois, d'un pays à l'autre peut mettre 1 an, peut en mettre 3, etc. Mais je pense qu'il y a, ces 5 dernières années, il y a clairement une accélération. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et j'espère en tout cas que les autorités les plus éveillées sont en train de voir que justement, il va falloir, j'allais dire, prendre le train en marche et pas du tout attendre que le train soit déjà parti avant de réaliser et de vous demander ce qui se passe. Un dernier mot, Paola, sur ce que tu aimerais que l'on retienne un petit peu de cette jeunesse africaine qui s'engage sur les réseaux, qui s'empare des réseaux sociaux pour dénoncer des situations qu'elles ne peuvent plus accepter, supporter. Alors, ce que je dirais, c'est bien évidemment, d'abord, j'espère qu'il y aura toujours plus de personnes, parce que plus on est nombreux, le mieux c'est. Ensuite, c'est comme vous observez en fait l'évolution voilà, on va dire de mouvements activistes, etc. sur la toile, il y a toujours cette question qui revient, c'est bon, en fait, ça va déboucher sur quoi, etc. Donc, il y a toujours un peu de scepticisme et que je peux comprendre. Sur des mouvements politiques purement peut-être? Non, même des questions sociales, même j'allais dire des questions, les rapports hommes-femmes, encore une fois, le sexisme, l'injustice, les emprisonnements arbitraires. Donc, il y a énormément de sujets. On n'a pas fini de découvrir sur Internet. Donc, voilà. Donc, je pense que là, ce que j'espère, en tout cas, c'est un vœu pieux, c'est que finalement, on commence à apprendre les uns des autres, des mouvements qui réussissent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment on peut capitaliser dessus? Comment on rectifie quelque part le tir? Et surtout, comment on arrive à justement exercer cette influence de manière concrète et réelle pour que, même pour les gens qui n'ont pas posté le hashtag, même pour les gens qui n'étaient peut-être même pas au courant de l'existence de ce mouvement, qu'ils voient quand même dans le réel, entre guillemets, le pendant de ça. Je pense que ça va, à mon avis, renforcer le mouvement. Et c'est comme ça qu'on va se dire, bon, on a une influence digitale, on sait comment l'utiliser et on sait comment en faire un pouvoir de changement. Donc finalement, les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que l'on peut entendre, parce que souvent, on entend, que ce soit en Afrique ou en Occident, que c'est quelque chose de très nuisible. Mais c'est comme tout. Ça. Pour moi, je pense que les réseaux sociaux sont un outil neutre. Quand je dis neutre, c'est que derrière, vous avez des gens qui l'utilisent. Maintenant,
quelle est l'intention? Ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est un outil ne réfléchit pas par lui-même. Hein. Un outil, c'est vraiment comment on s'en sert. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, on a entendu dire, ça, bien évidemment, il y a des risques avec Internet, etc., de diffusion de fausses nouvelles, de harcèlement, etc., oui. etc. Donc, ces risques-là sont clairs, mais je suis pour faire confiance aux jeunes. Et surtout aussi, parce qu'encore, beaucoup d'entre eux, surtout la génération d'après, ils sont nés avec cet outil-là. D'accord. Et donc, je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est leur dire qu'il y a des risques, effectivement, mais par contre, essayer de donner le plus de force possible aux faits positifs d'Internet, oui. Montrer ce qu'on est capable de faire. Et je pense qu'après, c'est le libre arbitre de chacun et de chacune. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Paola, d'avoir été avec nous pour ces Adicom Days. Merci.